Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Rodolphe Bernard de LCL Banque des entreprises. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec notre partenaire de LCL Smart Business, Tenaxia, sur le sujet de la CSRD et de la RSE, comment finalement transformer cette contrainte réglementaire en opportunité business. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous pourrez évidemment, lors de ce webinaire, poser toutes les questions que vous vous posez sur cette thématique. Donc, vous avez un petit pavé spécifique questions-réponses sur lesquelles je vous incite vraiment à poser toutes les questions et on réservera une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire pour tenter d'y répondre le plus intelligemment possible avec nos experts du jour. Je vous présente du coup nos différents experts. Nous retrouverons donc Ulrike Heidel, à qui je vais passer très vite la parole, en charge du développement commercial de Tenaxia. Solène Garcin-Charcosset, qui est en charge de la business line RSE chez Tenaxia aussi. Et puis notre témoin du jour, que je remercie beaucoup, Isabelle Demoment, qui est en charge des sujets de RSE dans le groupe Kersia. Je laisserai évidemment se présenter derrière. Ulrike, je te propose de te passer la parole pour donner à nos invités du jour l'agenda de cette webconférence. Très bien, merci beaucoup Rodolphe. Donc Ulrike Heidel, bonjour. Je suis également ravie d'être parmi vous avec Solène et Isabelle. La petite heure qu'on va passer ensemble, on va essayer de la structurer un petit peu en 3 parties. Une première partie, vraiment, on va chercher à vous expliquer de quoi on parle, quel est le sujet du jour, quels sont finalement les tenants et aboutissants de cette nouvelle réglementation, la CSRD, en quoi c'est une prolongation de réglementation déjà existante et en quoi il y a vraiment de la nouveauté qui est introduite. Alors ensuite, on va rapidement vous dire en quoi c'est vraiment aussi une opportunité de valorisation et de notre entreprise et une opportunité de business. Et enfin, on va rentrer un petit peu plus dans le concret des choses. Comment est-ce que finalement on met en place ce type de démarche et c'est dans ce cadre-là que le témoignage de Garcia va être particulièrement intéressant. Donc, on va occuper à peu près 3 quarts d'heure avec cette présentation et donc on aura un quart d'heure pour les questions-réponses à la fin. Parfait, Ulrike, je te propose d'avancer sur le slide suivant. Donc, juste pour vous rappeler un peu le contexte de notre partenariat avec Tenaxia, LCL Smart Business, dans le cadre du marché des entreprises, a mis en place un programme d'accompagnement à la transformation de nos clients. On intervient sur 3 univers. L'univers de l'open innovation, comment on aide nos clients à accélérer leur business avec le monde des startups, de la cybersécurité, pour mieux les protéger dans un monde plus digital, et de tous les sujets de green transformation, de thématiques autour de la RSE au sens large, avec notamment en partenaire privilégié sur les thématiques RSE, Tenaxia. C'est déjà plus de 600 clients, entreprises et institutionnels qui ont été accompagnés par nos partenaires labellisés. Et donc, on est très content aujourd'hui que ce programme permette d'organiser de la connaissance, de la compétence supplémentaire, du témoignage, du partage d'expériences dans notre écosystème lié à l'accélération de vos transformations. Donc, je vous repasse la main, Ulrike. Et moi, je vous retrouve pour modérer les questions sur la fin de ce webinaire. À tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Rodolphe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit aperçu de Tenaxia. Donc Tenaxia, on est une entreprise qui existe depuis 20 ans, une entreprise française toujours pilotée par ses 2 cofondateurs. On est une entreprise à la fois qui propose une offre de service autour de logiciels et également un accompagnement conseil, pour être sûr que les bons logiciels sont accompagnés du bon contenu. Quelques chiffres, donc on travaille à la fois en France et à l'international, on accompagne à peu près 15 000 sites clients dans 90 pays, et ce dans tous les secteurs d'activité. Et notre cœur de métier vraiment dans cet univers green de Smart Business, c'est proposer aux entreprises des solutions pour rendre leur stratégie RSE pilotable et pilotée autour d'un bon reporting extra-financier avec les bons indicateurs pour piloter les bons enjeux. Et en quoi ces enjeux sont vraiment importants à l'heure actuelle. Je propose de passer la parole à Solène qui va vous expliquer tout ce qui vous attend.
Merci Ulrike. Donc effectivement, le sujet de la RSE est un sujet qui prend vraiment beaucoup d'importance à l'heure actuelle. Nous on le voit, on a de plus en plus de demandes sur ces sujets. C'est vrai que il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de ces sujets. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes souhaitent s'embarquer sur les sujets de la RSE pour répondre aux attentes de leurs diverses parties prenantes, que ce soit des parties prenantes internes, des salariés, des futurs salariés, ou des parties prenantes externes, des clients, des donneurs d'ordre, et notamment aussi les investisseurs. Ça s'accompagne, cette évolution, on va dire, de société, par aussi une évolution de la réglementation, et notamment la réglementation européenne. Aujourd'hui, l'Europe a l'ambition d'être le premier continent neutre en carbone, et pour cela, ils ont décidé de réorienter les capitaux vers les entreprises responsables. Et pour cela, ils ont mis en place plusieurs réglementations qui sont en cours de mise en place, et notamment la CSRD pour les entreprises, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va inciter les entreprises à publier de l'information pour que les investisseurs puissent identifier les entreprises dans lesquelles ils veulent investir en ayant vraiment toutes les informations sur les politiques RSE, les stratégies RSE et les informations RSE. Donc, c'est un contexte, cette évolution réglementaire qui date depuis les accords de Paris. Il y a eu un vrai mouvement réglementaire dans ce sens qui touche tous les acteurs, les entreprises comme je viens de le citer, mais également les investisseurs, les banques, dans l'objectif donc de réorienter les flux financiers vers les entreprises responsables. Au niveau des entreprises, donc c'est un mouvement qui a eu lieu il y a déjà quelques temps. Au niveau européen, on avait déjà la déclaration de performance extra-financière que les entreprises doivent publier. Elle est depuis 2017 obligatoire pour un certain nombre d'acteurs, des entreprises cotées de plus de 500 salariés et soit un chiffre d'affaires de plus de 40 millions ou un bilan de plus de 20 millions. Et les non cotés, on était sur des seuils légèrement supérieurs, toujours 500 salariés, mais un chiffre d'affaires de 200 millions ou un bilan de 100 millions. Donc, on était sur plutôt des entreprises qui commençaient à être de taille plutôt importante. Après, un certain nombre d'entreprises ont choisi de mettre en application cette réglementation de manière volontaire pour finalement démontrer la prise en compte de ces sujets. Toutes les entreprises n'étaient pas soumises. Par exemple, les SAS étaient exemptées, ce qui va évoluer probablement avec la future réglementation. La CSRD, donc, qui va venir remplacer cette directive actuelle, qui est en cours de rédaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les documents qui sont publiés sont des documents de travail. On n'a pas encore aujourd'hui les documents définitifs qui devraient sortir d'ici la fin de l'année, va imposer aux entreprises de publier des informations en 2024 sur l'exercice 2023. Donc 2023, c'est dans quelques mois, donc ça veut dire qu'il faut déjà commencer à réfléchir aux informations qu'on va devoir commencer à piloter pour pouvoir publier en 2024. Et au niveau des seuils, comme je vous disais, ça va aussi intégrer plus d'entreprises. Ce seront les entreprises qui vont répondre à 2 des 3 critères. Donc soit plus de 250 salariés, soit un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions, ou un total de bilan supérieur à 20 millions. Et là, il s'agit des informations pour un groupe. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs entreprises qui ne sont pas soumises, mais qu'au niveau du groupe, vous êtes soumis, vous allez publier au niveau du groupe. Et de la même manière, si vous avez plusieurs entreprises qui atteignent ces seuils, vous n'aurez besoin de publier qu'au niveau du groupe également. Donc, chaque entreprise n'aura pas besoin de faire sa publication. En revanche, ça peut être une bonne pratique de chacun publier si vous avez des activités différentes, par exemple. Les informations que vous devrez publier, l'objectif, comme je disais, c'est de montrer aux investisseurs les informations, notamment pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Ça veut dire avoir des informations comparables entre les entreprises et notamment comparables au sein d'un même secteur. Donc l'Europe va publier un certain nombre d'indicateurs qui vont être obligatoires pour les entreprises de communiquer. Il y aura des indicateurs qui vont être communs à toutes les entreprises. Donc là, on sait déjà qu'on aura des sujets type changement climatique, type diversité, comme l'éthique par exemple. Et puis après, en fonction de votre activité, de votre secteur, il y aura également une autre couche, on va dire, d'indicateurs qui sont des indicateurs sectoriels. Et enfin, il y aura une troisième couche d'indicateurs qui là seront des indicateurs qui seront spécifiques à vous, votre entreprise,
parce que votre entreprise, même au sein d'un secteur, elle a peut-être ses propres spécificités. Elle a peut-être des sujets qui sont pour elle plus importants, qui n'ont pas été identifiés dans les indicateurs précédents, ou qui sont peut-être plus précis sur certains sujets que les indicateurs communs ou sectoriels. Donc là, l'objectif sera pour les entreprises de communiquer sur ses propres indicateurs. Un point important, les indicateurs et également toute la méthodologie qui sera utilisée pour publier ces informations seront auditées par un organisme tiers indépendant. Donc, un certain nombre de commissaires aux comptes aujourd'hui sont habilités pour le faire, mais il existe un certain nombre d'organisations qui peuvent le faire. C'est déjà le cas aujourd'hui en France pour un certain nombre d'entreprises. Elles doivent, quand elles publient un rapport, le faire auditer. Les informations devront être publiées à la fois dans le rapport annuel ou le management report et également dans un format électronique qui doit être assimilable par les algorithmes. L'idée étant pour les investisseurs de pouvoir récupérer la donnée brute très facilement. Ça veut dire aussi de tout publier les informations sur un site internet, par exemple. Pour le contenu de ce futur rapport, on a déjà parlé des indicateurs. Il y aura tout un volet d'informations à publier. Vous aurez des informations à publier sur le modèle d'affaires de votre entreprise, mais sous l'angle extra-financier. En quoi votre modèle d'affaires préserve, crée la valeur sur le long terme, comment votre modèle d'affaires est résilient aux grands enjeux ESG, c'est-à-dire en quoi votre modèle d'affaires est résilient par exemple au changement climatique justement. On va vous demander aussi de publier vos risques et opportunités et impacts extra-financiers, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. Matérialité étant en fait la pertinence des sujets pour votre entreprise. Pourquoi double? Parce qu'on va prendre à la fois les sujets sous l'angle de finalement en quoi vous êtes impacté, vous, entreprise, par les grands sujets ESG. Est-ce que, par exemple, le changement climatique peut vous impacter votre entreprise en risque? Est-ce que ça peut être une opportunité? Ça peut être l'un ou l'autre. Et également, comment vous impactez finalement la société et l'environnement. Est-ce que vous, votre entreprise, vous faites porter un risque, vous aggravez peut-être le changement climatique, ou au contraire, vous avez un impact positif parce que vous avez développé des solutions positives sur le changement climatique et sur tout un tas d'autres sujets. Et l'objectif justement de cette analyse de double matérialité, c'est d'identifier quels sont ces sujets les plus pertinents pour vous. Donc, en quoi vous avez un risque ou une opportunité en interne, en quoi vous faites porter un risque ou une opportunité sur vos parties prenantes externes. Et donc, à partir de là, vous avez vos différents sujets. C'est ceux-là qui vont devoir être pilotés, notamment par vos indicateurs clés de performance, si ces sujets ne sont pas déjà couverts par les obligatoires de la future CSRD. Alors concrètement, ce qu'on observe pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont déjà soumises à la réglementation qui s'appelle aujourd'hui la DPEF depuis plusieurs années, donc qui ont déjà l'habitude de communiquer sur des informations. Là, on va aller plus loin avec cette nouvelle réglementation. Il y aura quand même des marches à franchir sur ces étapes-là. Et puis, on a aussi toutes les entreprises qui ne sont pas encore soumises à cette réglementation. On estime aujourd'hui qu'en Europe, c'est une réglementation européenne, il y a 11 000 entreprises soumises à la DPEF, qu'avec la CSRD, on devrait passer à 49 000. Donc, vous voyez, vraiment beaucoup plus d'entreprises soumises, beaucoup plus en raison notamment de la taille, de passe de 500 salariés à 250 par exemple. On a plus de statuts juridiques avec très probablement les SAS. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment, il est temps, c'est ce qu'on a vu, c'est publication 2024 sur l'année 2023. C'est vraiment le bon moment pour saisir ce sujet, pour se l'approprier, pour être en capacité finalement de se démarquer dès maintenant, pour être prêt sur les publications en 2024. Voilà, donc justement, Ulrike va revenir sur le fait que c'est une opportunité de créer de la valeur. Très bien, merci beaucoup Solène, parce qu'effectivement, on vous a communiqué beaucoup d'informations peut-être en peu de temps. Est-ce que la quintessence que vous retenez peut-être, c'est que là, il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps, et donc ça va être compliqué. Donc quelque chose peut-être un petit peu anxiogène. Ce sur quoi on voulait insister, c'est que finalement, quand on prend un petit peu de recul,
Ce qui est vraiment en jeu pour vous, les entreprises, c'est la création de valeur, hein, la création de valeur durable, sur laquelle certes vous allez devoir être plus précis dans la façon d'expliquer à vos parties prenantes comment elle se fait et comment est-ce que vous préservez cette valeur. Mais c'est aussi une opportunité parce que finalement, quand on parle avec les chefs d'entreprise, il y a quelque chose qui commence à faire peur à tout le monde, c'est d'être accusé de greenwashing. Finalement, d'être accusé de ne pas être précis et exact dans sa communication. Et finalement, on voit qu'un bon reporting RSE, finalement, c'est entre guillemets une bonne arme anti-greenwashing. Et ce, sur plusieurs dimensions. Alors, bien sûr, mettre en place un processus de reporting structuré, carré, avec les bons indicateurs, finalement, c'est le b.a.-ba pour créer de la donnée fiable et puis pour déjà satisfaire les obligations réglementaires auxquelles vous êtes soumis ou vous allez être soumis. Donc ça, on ne va pas y échapper, c'est quelque chose qui est un petit peu le socle de tout. Mais finalement, quand on discute avec les chefs d'entreprise, ce qui les intéresse vraiment, c'est de voir comment mesurer cette création de valeur dans la durée, comment embarquer les équipes de management et les salariés dans une transformation autour, par exemple, d'un modèle d'affaires plus résilient, d'embarquer également les parties prenantes de l'entreprise externe, et notamment les fournisseurs. On voit qu'on est de nouveau rentré dans une phase où on a des tensions sur les approvisionnements. Le monde prend un petit peu décidément ce chemin-là, donc il est de plus en plus important de vraiment fidéliser aussi ses fournisseurs dans l'optique de pouvoir réaliser ses produits, ses services et de fidéliser ses clients. Les clients, finalement, on voit que bien sûr le consommateur est devenu très sensible à des produits et services beaucoup plus durables, et cela vaut également dans le monde du B2B. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent finalement, j'ai absolument besoin, par exemple, de pouvoir montrer des bonnes notes dans mes questionnaires aux agences de notation extra-financière parce que c'est une information qui est scrutée par mes clients, c'est ce qui va me permettre de gagner des appels d'offres. Et puis finalement, Solène parlait du fait que l'Europe a pris ce chemin beaucoup aussi pour contraindre tous les acteurs financiers à orienter les investissements vers des choses plus durables. Finalement, quand vous avez un investisseur privé de type un fonds de private equity par exemple, ou alors que vous êtes coté en bourse, l'idée c'est de pouvoir attirer les bons investisseurs sur ces sujets-là. Alors je vais aller un peu plus vite, mais vous voyez un petit peu l'idée que c'est vraiment un sujet qui va être totalement transverse à l'entreprise, entre guillemets, que ce soit la direction financière qui va avoir un reporting qui est comparable au reporting financier sur le plan extra-financier, que ce soit la direction de la communication qui va pouvoir communiquer avec des choses beaucoup plus factuelles, que ce soit évidemment la DRH qui va pouvoir mettre en place une politique plus forte sur la marque employeur en intégrant la durabilité. Finalement, c'est un enjeu qui intéresse toute l'entreprise. Et donc, l'effort à fournir, on va dire, il sera vraiment s'inscrira dans cette optique-là. Donc, on a maintenant terminé la partie un peu descriptive. On voudra passer maintenant à comment on fait, comment se mettre en ordre de marche. Finalement, les étapes de la mise en œuvre de cette démarche RSE. Solène ? Oui, alors effectivement, c'est les questions que l'on a souvent. Hein. C'est par où on commence, qu'est-ce qu'il faut est-ce que la réglementation s'applique à moi? Comment elle s'applique à moi, qu'est-ce que je vais devoir traiter comme sujet, dans quel ordre je traite les sujets, est-ce que il y a beaucoup de sujets, on l'a vu, hein, est-ce que je traite tout d'un seul coup ou pas, donc en fait voilà, c'est vraiment les questions que l'on a, c'est comment aussi mobiliser en interne, qui je dois impliquer, quelle est ma gouvernance, quels risques je dois piloter, comment j'identifie les risques qu'il faut que je pilote, comment je les pilote, comment je mesure tout ça. Donc en fait voilà, c'est vraiment tous les sujets que l'on a comme question. Et c'est normal parce que c'est vrai que c'est un gros sujet à prendre d'un coup. Hein. La RSE, c'est un sujet qui est très transversal en plus.
donc qui touche beaucoup de monde dans l'entreprise. Voilà, ce sont les questions que l'on a régulièrement quand on vient nous voir pour nous dire, voilà, on veut mettre en place une stratégie RSE, on veut piloter notre performance. Donc, on voit que ce sont des questions que l'on a régulièrement. Tous les ans, on publie une étude sur les pratiques de rapport et reporting extra-financier, dont on a quelques chiffres là qu'on vous a proposés. Donc, justement, le sujet de transversalité, c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un qui doit aborder à la fois des sujets d'éthique, des sujets d'environnement, des sujets sociaux, comment on travaille tous ces sujets. Et on voit que ce sont des sujets aussi qui évoluent. On fait évoluer sa politique RSE aussi en fonction de son contexte. On fait évoluer ses KPI. Alors, les KPI, c'est vraiment le sujet sur lequel tous les ans les entreprises nous répondent qu'elles font encore évoluer leurs KPI, leurs indicateurs. C'est un des sujets finalement sur lequel il y a le plus de travail à faire parce que trouver le bon KPI, c'est pas forcément évident. Le KPI qui permet de dire voilà, grâce à cet indicateur, je sais que je peux piloter mon enjeu. Voilà, ça c'est pas forcément le sujet le plus facile. Et puis un dernier chiffre peut-être, les entreprises en général, voilà, on parle de risques extra-financiers. On est principalement entre 10 et 15 risques extra-financiers. L'objectif, c'est pas d'en avoir 50 parce que sinon c'est trop compliqué. Mais voilà, identifier les principaux risques extra-financiers. Alors, sur la partie indicateur, on l'a vu, c'est un des sujets qui effectivement est le plus complexe pour les entreprises, sur lequel elles reviennent le plus souvent, choisir les bons indicateurs. Déjà, donc, vous aurez un certain nombre d'indicateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui seront imposés par la CSR. Que ce soit les indicateurs globaux communs à tout le monde ou les indicateurs sectoriels, là, ce sera vraiment pour permettre aux entreprises de se comparer entre elles et permettre aux investisseurs de comparer les entreprises. Et ensuite, il y aura vraiment les indicateurs qui vont être vos propres indicateurs. Et là, c'est vraiment une manière de vous démarquer. Ce sera vraiment un outil qui va vous permettre de montrer que vous avez compris que vous avez certains sujets très spécifiques et que ce sont sur cela aussi que vous allez pouvoir montrer votre performance. Vous allez pouvoir démontrer finalement en quoi vous avez vraiment intégré la RSE dans votre entreprise. Donc maintenant, comment derrière piloter ces indicateurs, Ulrike va vous en parler. Oui, finalement, l'indicateur, c'est finalement que le point de départ. Et puis, pour bien piloter une démarche de reporting, il y a un petit peu 5 grandes étapes que je vais essayer de résumer en 3 de manière un peu accélérée. Il y a une première étape qui tourne vraiment autour de la qualité, de la fiabilisation de la donnée. Alors, ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est sur ces sujets-là, on ne parle pas que en euros, on va parler en mégawattheures, on va parler en ETP ou en effectif, on va avoir des index d'égalité homme-femme, on va avoir plein de sujets qu'on va mesurer avec des unités un peu différentes. Donc, il y a vraiment un processus de fiabilisation de la donnée à mettre en place. Et donc, du coup, de création d'un socle de données et d'indicateurs qui vont ensuite vous faire gagner beaucoup de temps pour répondre justement à ces fameuses agences de notation extra-financière, puisque toutes ces agences demandent la même information, mais pas sous le même angle, sur le même périmètre. Donc, il y a en général notre expérience beaucoup de temps à passer en entreprise à essayer de faire entrer des ronds dans du carré. Donc ça, c'est effectivement, il y a un premier enjeu autour de fiabilisation de la donnée et la restitution de ces données-là sous bon format. Il y a une deuxième étape autour de vraiment l'analyse de la performance, à la fois de la performance passée, puisqu'il faut pouvoir fixer des trajectoires. Il faut bien commencer par établir le point de départ. Quand on dit on veut être carboneutre en 2030, il faut bien comprendre quel est le point de départ et quelles peuvent être les contributions des différentes entités de l'entreprise à l'atteinte de ces objectifs-là. Et donc finalement, on va faire cette analyse au départ en regardant un petit peu dans le rétroviseur, mais également on va commencer à se projeter dans le futur, à projeter une trajectoire à l'avenir, à répartir un objectif groupe au travers de différentes filiales et du coup à être en mesure de finalement commencer à challenger entre guillemets les business units
équipes, les divisions sur cet angle-là. Ce que j'avais pas dit tout à l'heure sur les bénéfices à mettre en place à ce type de démarche, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui choisissent de mettre des indicateurs extra-financiers dans les objectifs de leur top manager. Donc, finalement, quelque part, si vous mettez un objectif à vos managers, il faut bien que derrière, ils puissent avoir aussi les leviers d'action. Et ça, du coup, c'est un petit peu la dernière étape, c'est il faut que dans ce processus de reporting, vous prévoyez bien le lien entre l'action concrète, le levier dont disposent finalement vos managers, vos salariés, et la contribution de ces leviers-là aux objectifs et à l'atteinte des engagements pris. Ça, c'est vraiment les différentes étapes qui sont importantes. Et ces étapes-là peuvent être facilitées par la mise en place d'outils dédiés, de logiciels dédiés, par exemple, comme celui que nous proposons. C'est vrai qu'à partir du moment où l'entreprise a plusieurs sites, en général, on parle à partir de 5-6 sites, il devait être très compliqué de piloter l'ensemble de ces indicateurs avec des outils de type Excel ou SharePoint, parce que finalement la combinatoire possible des données est tellement importante et on passe finalement tellement de temps à concilier les données que la mise en place d'un logiciel dédié peut s'avérer intéressant, ne serait-ce qu'aussi pour avoir la même qualité, le même typologie de reporting sur le volet extra-financier que sur le volet financier. Là, typiquement, ce que vous voyez par exemple à l'écran, là, sur le graphique de droite, donc là, vous voyez les exemples d'objectifs que l'entreprise s'est fixé à partir d'un point de départ et en projetant une performance à l'avenir. Et puis, elle peut piloter finalement la contribution de ces différentes business units à l'atteinte de ces objectifs. Et du coup, être capable vraiment à transformer l'entreprise et à piloter tout son plan d'action. Donc, je pense qu'on va terminer pour la partie un peu théorique. Je pense que ce qui vous intéresse maintenant le plus, c'est vraiment aller encore un cran plus loin dans la vraie vie. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Isabelle de Meumont, qui est membre du comité exécutif de Quercia et qui va nous parler de la manière dont Quercia a mis en place un reporting volontaire. Je pense aussi drivé notamment par l'attente de ses actionnaires. Donc Isabelle, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Oui, je suis Madame de Meumont, responsable directrice RSE du groupe Quercia. Quercia, que vous connaissez peut-être sous son nom d'origine, la société Ipred SAS. Aujourd'hui, le groupe, c'est 1850 employés, donc 400 en France. On est dans un actionnariat de type fonds d'investissement européen, avec une particularité, c'est que nous avons aussi des investisseurs privés, avec les amis de Quercia qui sont soit des clients, soit des anciens dirigeants des sociétés que nous avons intégrées ces dernières années. Et nous avons ouvert l'actionnariat à l'ensemble des salariés du groupe en 2021. L'ensemble des salariés du groupe ont pu, pour ceux qui le souhaitaient, devenir actionnaires de Quercia. Quercia, c'est 120 pays aujourd'hui, 63 entités légales. Et donc, on a très rapidement eu besoin de mettre en place un système pour collecter les données dont on avait besoin pour faire du reporting. Et donc, on a choisi, j'y reviendrai, la plateforme Tenaxia. On a fait une étude de marché à l'époque sur les outils qui existaient un petit peu sur le marché. Donc, on a choisi de travailler avec un partenaire local qui est donc Tenaxia. Alors, notre mission, c'est quoi chez Quercia? C'est la fabrication, la distribution de solutions qui sont destinées à prévenir les contaminations des animaux, les contaminations des aliments, les contaminations des humains. Et on a décidé de prendre un virage il y a quelques années avec une approche responsable. Bien évidemment, c'est la sécurité des aliments qui est au cœur de notre compétence. Alors, on n'est pas soumis à la DPEF dont on vous a parlé. On pense qu'on va être soumis, bien évidemment, à la CSRD dont vous venez d'avoir une explication. En fonction de la taxonomie qui sera mise en place, on aura un certain nombre
d'indicateurs obligatoires à suivre, et on n'est pas soumis au devoir de vigilance qui, si on l'a bien compris, est réservé aux entreprises de plus de 5000 salariés. On est engagé au niveau international dans une charte qui s'appelle Responsible Care, qui est la charte de l'industrie de la chimie au plan international. Notre association professionnelle a un référentiel qui nous est propre au métier du nettoyage et de la désinfection, donc au sein de l'AFIS, qui est notre association professionnelle, et ce référentiel qui s'appelle Proprement Engagé est audité par l'AFNOR tous les 18 mois, selon les critères de l'ISO 26000, qui est un modèle de certification et qui nous permet d'avoir donc un label selon l'ISO 26000, et on est au niveau 3 étoiles sur 4. On repasse l'audit de renouvellement dans 15 jours, 3 semaines, et on a l'ambition de viser le niveau 4. L'acquisition de Quercia, on vous a parlé d'opportunités de ce type de démarche. Eh bien, dans le cadre du passage de LBO1 à LBO2, puisqu'on a changé d'actionnaire fin 2020, on est passé de chez Ardian à chez IK Partners, et dans le cadre de ce changement d'actionnaire, on a eu un financement. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la finance, mais avec un effet de levier syndiqué lié au développement durable qui était un peu innovant sur le marché il y a 1 an, et qui nous a permis donc d'avoir des prêts qui sont conditionnés par nos engagements qu'on a pris ensemble avec nos partenaires et sur lesquels on communique tous les ans. On a, Ecovadis, on pourra changer de slide. On est depuis de nombreuses années engagés sur la plateforme Ecovadis. On fait état de nos démarches, et on a atteint le niveau médaille d'or en 2021, ce qui est assez rare pour des entreprises de la taille de la nôtre. Alors, pour vous expliquer un petit peu par rapport aux exigences qu'on va avoir dans le cadre de la CSRD, ce que nous, on a dû mettre en place pour finalement anticiper ces exigences-là. Alors, on a commencé par regarder les objectifs de développement durable de l'ONU. On en a choisi 10 qui nous étaient applicables selon nous. Ensuite, on a nommé un comité opérationnel RSE au sein de l'entreprise. Donc, on a 12 pilotes. Alors, il y a bien une directrice RSE, mais la directrice RSE, elle ne fait pas grand-chose. En plus, elle est directrice réglementaire du groupe aussi, donc elle a beaucoup de choses à faire. Ce sont les 12 pilotes qui, chacun, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, chacun dans leur domaine de compétences, mènent des projets liés à nos engagements. Donc, en effet, on a dans ce comité opérationnel la direction RH, la direction financière, la direction supply chain, la direction innovation. Et ce sont ces pilotes qui vont mener chacun avec leurs équipes les projets dont on discute en début d'année en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs possibilités. On ne met pas d'objectif particulier dans le temps. On travaille ensemble en disant on voudrait aller vers là, comment on peut le faire, dans quel délai vous allez être capable de le faire, on en discute ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Bien évidemment, on suit, vous le voyez sur ce slide-là, des indicateurs très classiques. On suit les indicateurs sur la diversité homme-femme, on suit des indicateurs sur le pourcentage d'électricité renouvelable, les déchets. Mais comme vous l'a présenté, ce qui est surtout intéressant pour donner de la valeur et pas faire du greenwashing et pas simplement faire toutes ces choses parce que c'est obligatoire, c'est de faire des choses spécifiques, de développer à l'intérieur de ces programmes-là des indicateurs, des programmes qui vont transformer l'entreprise, qui vont lui permettre d'être sustainable demain, d'être là, d'être adapté aux exigences de la société de demain. Alors, on a par exemple dans le groupe Quercia mis en place un programme qu'on appelle Committed and Different, qui est un programme de transformation du groupe qu'on mène avec l'ONG Ashoka. Qui est un programme qui consiste à embarquer tous les ans un certain nombre d'employés dans un programme de transformation avec une formation de 8 mois. Et l'idée, donc on a des cohortes d'ambassadeurs, on les appelle les ambassadeurs Committed and Different,
Donc il y a une histoire d'acquisition de compétences, de soft skills, de transformation vers la notion de change maker, penser différemment, s'ouvrir l'esprit vers des choses différentes pour proposer des projets différents au groupe, une certaine forme d'inspiration vers ce que la société veut pour demain. Et ce programme donc, nous permet aujourd'hui d'embarquer une vingtaine d'ambassadeurs tous les ans. Et l'idée, c'est d'embarquer 10% de nos collaborateurs. Après, on a beaucoup travaillé ces derniers temps, et on en a parlé juste avant, sur la cybersécurité. Pourquoi c'est une opportunité, la cybersécurité? Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec notre conflit ukrainien et russe, on sait que la cybersécurité est un de nos risques principaux pour nos entreprises. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la cybersécurité. On a fait du e-learning. Tous les employés ont été formés. On a beaucoup travaillé, bien évidemment, sur le bilan carbone. On a un plan climat qui est en cours avec un financement de l'ADEME. Donc, on a, grâce à ces programmes et grâce à notre engagement, pu bénéficier de financement. Donc, voilà un petit peu le témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Effectivement, on a un petit mot finalement de conclusion à vous proposer. Et puis après, je vois qu'il y a de nombreuses questions qui sont déjà arrivées, donc on aura le temps de les aborder ensuite. Donc, la petite conclusion effectivement qu'on voulait vous proposer, c'est, en résumé, on peut dire que 2024, c'est demain. On sait que l'exercice fiscal va apporter, la CSRD de 2024 devra apporter sur l'exercice fiscal démarré en 2023. Donc effectivement, pour les entreprises qui n'ont jamais réfléchi au sujet ou qui ont fait des stratégies RSE, on va dire incomplètes ou un petit peu minimalistes, il va vraiment falloir reprendre les sujets un petit peu depuis la base, vraiment se poser la question des risques, des enjeux matériels dans une optique de double matérialité, comme disait Solène. Donc c'est demain, donc il faut commencer à y réfléchir. Le reporting extra-financier prend du temps à mettre en place, ça c'est un autre message qu'on voulait vous faire passer. Toutes nos observations et les expériences qu'on a avec nos clients nous mènent à dire que c'est rarement très bon du premier coup, c'est que c'est vraiment un sujet sur lequel les entreprises commencent et ensuite s'améliorent d'année en année. Et puis, on voit que c'est beaucoup en mouvement, même pour les entreprises qui sont déjà, qui font cet exercice depuis un certain temps. Et puis finalement, dans cette optique de comparabilité des entreprises qui va être facilitée au travers du fait qu'il y aura des indicateurs sectoriels, des indicateurs propres et des indicateurs globaux pour toutes les entreprises. Finalement, on voit que ça augmente de manière considérable la transparence, bien sûr, et la comparabilité des entreprises. Et donc, évidemment, c'est un enjeu qui va jouer dans le jeu compétitif, dans le fait de se démarquer, pour attirer des talents, pour fidéliser les clients, et globalement pour créer de la valeur de manière durable. Parce qu'effectivement, une dernière chose qu'on n'a pas trop évoquée, mais on parle beaucoup aussi à des entreprises qui ont un actionnariat plutôt familial, et on voit souvent que ces entreprises qui sont très dans le long terme et qui voient vraiment aussi la création de valeur dans une optique de créer de la valeur pour les générations futures. Et donc, c'est de durabilité, c'est pas que quelque chose, un bénéfice transactionnel, c'est vraiment un bénéfice pour créer de la valeur dans la durée pour l'entreprise. Et pour terminer, effectivement, on a donc évidemment, alors je reviendrai sur les questions sur les slides après. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui est complexe et qui est important pour beaucoup d'entreprises. On a mis en place un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider à vous y retrouver. Il y a par exemple un petit outil très, très simple qui est un petit processus d'auto-évaluation de la maturité de l'entreprise qu'on a mis en place avec un autre partenaire. Donc, on vous a mis le lien parce qu'effectivement, on va bien vous diffuser les slides par la suite. Il y aura également un replay de cette présentation. Et puis effectivement, si vous anticipez que compte tenu de l'organisation et du nombre de sites de votre entreprise,
a priori, vous aurez du mal à vous en sortir dans la production de ces données sans aide. On peut tout à fait vous proposer une sorte de pré-diagnostic de maturité, un truc téléphonique de 20 minutes avec un de nos consultants pour vous aider à faire un peu le tour de la question. Et donc, vous avez une adresse mail générique qui est indiquée sur la slide. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter, nous ou évidemment également votre chargé d'affaires. Et puis pour finir, si vous voulez vraiment suivre de près cette actualité, on a également un blog, vous voyez l'adresse également indiquée sur la slide, où tous les mois on décrypte l'actualité, l'avancement de ce que dit l'Europe, et on peut suivre entre guillemets même en temps réel l'actualité réglementaire sur ces sujets-là. Voilà, donc j'ai terminé pour la partie présentation. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Solène. Alors du coup, je vais regarder les questions qui sont arrivées et puis j'envoie un premier nombre qui tourne autour de la clarification des concepts que tu as expliqué Solène, et notamment sur l'applicabilité de la CSRD pour les SAS et sur le sujet de groupe consolidé versus filiale. Est-ce que tu peux peut-être rappeler encore une fois ces sujets-là? Oui, alors effectivement, ce sont des sujets aujourd'hui, donc comme je disais, ça vient d'une directive européenne, et ensuite transposée dans le droit national. Donc le planning aujourd'hui est que les documents européens sortent à peu près vers octobre. Normalement, on devrait avoir une première information sur ce qui devrait sortir sur le mois de juin à peu près, avec une transposition demandée dans le droit national au mois de décembre. Donc après, chaque pays va adapter en fonction de ses spécificités. Aujourd'hui, en France, les SAS ne sont pas concernés. Cependant, il y a un projet de loi qui a été déposé au Sénat pour intégrer les SAS dans les parties de reporting extra-financier. Vu la volonté de l'Europe aujourd'hui, ça nous semble hautement improbable que les SAS ne soient pas intégrées. En tout cas, même si elles n'étaient pas intégrées in fine, je pense qu'il serait quand même très intéressant pour elles d'aller vers ce type d'exercice, parce que malgré tout, ça veut dire que seulement les SAS ne publieraient pas d'informations. Donc pour attirer un investisseur, pour démontrer sa performance à ses parties prenantes, finalement, elles seraient presque pénalisées de ne pas faire cet exercice. Donc aujourd'hui, effectivement, les SAS ne le sont pas. Elles le seront très probablement. Maintenant, voilà, c'est la transposition dans le droit national qui définira très précisément ces informations. Pour la partie consolidée, c'est effectivement ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des seuils aujourd'hui. Donc, il y a 3 seuils proposés. Pour être soumis à la CSRD, il y aura 2 seuils sur les 3 à atteindre. C'est le niveau qui atteint le seuil qui sera soumis. Si vous avez une entreprise qui atteint ce seuil, votre entreprise sera soumise. Si elle a une maison mère, ce sera au niveau de la maison mère qu'il faudra publier l'information. À partir du moment où la maison mère publie les informations, ça veut dire qu'elle sera allée chercher des informations dans les différentes filiales et notamment celle qui sera soumise. Ça veut dire qu'en fait, finalement, uniquement la maison mère devra publier de l'information. Et de la même manière, si vous avez une entreprise avec plusieurs petites filiales, aucune filiale n'est soumise, mais au niveau de la maison mère, vous dépassez les seuils consolidés. Là, c'est la maison mère qui sera soumise et qui devra publier de l'information. Ensuite, il y a un certain nombre de questions sur les indicateurs. Est-ce qu'on les connaît déjà? À quel moment ils vont être publiés? Est-ce que les outils, notamment notre plateforme, va s'adapter pour intégrer ces indicateurs? Ainsi qu'il y a des questions également sur le calendrier et sur les sujets de comparabilité, au sens, est-ce qu'il va falloir faire un comparatif avec l'exercice 2022, par exemple? Alors, sur les indicateurs, aujourd'hui, l'Europe, le groupe de travail qui s'occupe de préparer tous ces documents, qui s'appelle l'EFRAG, publie des informations aujourd'hui. Il publie actuellement ce qu'on appelle des working papers, c'est-à-dire c'est vraiment des projets de travail qui vont être beaucoup remaniés avant d'être proposés vraiment à la Commission européenne. En revanche, ce qu'on sait dans les working papers, ce sont les sujets qui sont abordés et qui, eux, seront soumis à l'Union européenne, mais qui ne devraient probablement pas changer. Donc, au niveau des indicateurs à communiquer, tout secteur confondu, on retrouve un certain nombre de sujets. Le changement climatique,
la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, l'économie circulaire pour l'environnement. Pour la partie gouvernance, on va aussi avoir des informations publiées sur justement la gouvernance, la gestion des risques, le contrôle interne, également sur les produits et services, la gestion de la qualité de la relation client. Et sur la partie sociale, il y aura des informations générales, hein, ce sera les parties effectifs, publication des effectifs, les conditions de travail, l'égalité des chances, et puis toujours sur cet aspect-là, les droits de l'homme en interne, mais également dans la chaîne de valeur. Donc ça, ce seront sur les sujets agnostiques. Sur la partie spécifique sectorielle, aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur sur quoi ils travaillent. Ils n'ont pas fini de publier déjà les working papers sur la partie commune, donc ils n'ont pas encore commencé sur la partie sectorielle. Donc nous, c'est évidemment des sujets qu'on suit de très près, qu'on regarde de très près, et bien évidemment que dès qu'on a les documents qui sont sortis, on adaptera notre outil pour que vous puissiez utiliser les indicateurs et les collecter pour répondre à la CSRD. C'est pour ça qu'on suit le sujet vraiment de près. Donc, comme je disais, au niveau du planning, aujourd'hui, l'EFRAG travaille pour soumettre des documents qui seront présentés à la Commission européenne sur l'été. Et la Commission européenne devrait décider, publier la directive et les documents annexes complets sur le mois d'octobre, avec la demande d'avoir une transposition dans le droit national sur décembre, pour que vous puissiez, sur l'année 2023, collecter toutes les informations et les publier en 2024. La comparabilité des données est effectivement une très bonne pratique. Ce ne sera, je pense, mais pour l'instant, nous n'avons pas de précision sur le sujet. C'est bien évidemment que la comparabilité est demandée. En revanche, peut-être que votre organisme tiers indépendant qui vous certifiera sera tolérant sur la première année du fait que vous n'avez pas d'informations comparables. Après, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont déjà des informations et c'est vrai que si vous pouvez déjà commencer le plus tôt possible à avoir des informations pour montrer des trajectoires, hein, puisqu'un chiffre à l'instant T est intéressant, mais le plus intéressant, c'est de voir comment le chiffre évolue. C'est vrai que ce sera beaucoup plus intéressant pour vos futurs lecteurs et notamment investisseurs. Alors, à propos justement des indicateurs, il y a une question, je pense, qui s'adresse à Isabelle de Meumont, donc sur le thème, avant de choisir un Tenaxia pour piloter vos indicateurs, comment vous avez déterminé vos listes d'indicateurs, comment finalement vous avez procédé de manière pratique pour arriver à ces indicateurs qui ensuite sont pilotés pour donner de l'information fiable. Alors, quand on a démarré la démarche, on avait déjà des engagements, enfin on avait des demandes de la part de nos partenaires, que ce soit nos clients, nos actionnaires. Donc, on avait déjà une somme d'indicateurs qui nous étaient régulièrement demandés, qu'on savait qu'il fallait qu'on suive. Quand on a choisi de travailler avec Tenaxia, on a reçu bien évidemment de la part de Tenaxia un support à la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient être classiques dans ce domaine et auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on a complété notre liste avec ce type d'indicateurs. Et ensuite, j'ai vu une question passer sur quel exemple d'autres indicateurs spécifiques. Ensuite, on avait des spécificités à l'intérieur de notre métier avec vis-à-vis des engagements qu'on a pris, des besoins de suivre un certain nombre d'indicateurs. Donc, je vais vous donner un exemple. Nous, on met des produits chimiques sur le marché dans des bidons en plastique. Donc, on a un système de collecte et de recyclage de nos emballages plastiques qui, bien évidemment, est un des gros programmes et un des gros engagements qu'on a pris. Et donc, il a fallu on a mis en place tout un système d'indicateurs autour de cette collecte pour nous permettre de vérifier qu'on avait bien mis en place un système performant sur cet aspect-là. On a aussi des indicateurs qui sont bien évidemment liés à nos engagements spécifiques autour de l'eau.
On a pris des engagements de réduction des consommations d'eau, des prélèvements d'eau dans l'environnement qui accompagne l'utilisation de nos produits. Et donc, on a mis en place tout un tas d'indicateurs spécifiques vis-à-vis de ça. J'ai vu une question passer aussi de savoir qui contribue, qui remplit ces indicateurs. Eh bien, en fait, c'est ça tout l'intérêt de la plateforme de type Tenaxia, c'est que vous allez mettre en place, il y a possibilité de mettre en place un système qui vous ressemble, qui vous convient. Et donc, on va décider qui est le contributeur. Il y a la possibilité de définir un contributeur, un valideur. Et on va décider qui contribue. On peut mettre plusieurs contributeurs. Et le meilleur contributeur, c'est celui qui est responsable de la donnée. C'est celui qui fait. Ça peut être un opérateur dans une usine. Alors, c'est tout l'intérêt de la plateforme et de la collecte d'indicateurs extra-financiers. C'est que ces collectes qui sont faites régulièrement, eh bien, au moment où les gens remplissent le formulaire, quelquefois c'est un peu contraignant, mais au moment où ils remplissent le formulaire, à chaque fois ils ont la question de se dire ah oui c'est vrai, j'ai pas fait ça, tiens ah oui il faut que je m'y mette. Bon bah pour l'instant je l'ai pas fait, je suis obligée de répondre non à la question, c'est pas grave, mais ça fait tilt et petit à petit les changements se font. Donc le meilleur contributeur c'est celui qui fait, celui qui est responsable de l'action au quotidien. Très bien, merci beaucoup Isabelle Lemond pour ces précisions. Alors on retourne sur les questions un peu assez précises de nouveau sur quid des SARL, quelles sont leurs obligations à elles, est-ce qu'elles sont également concernées par la CSRD. Donc il y a cette question-là. Et puis également la question de quid si la maison mère est par exemple à l'étranger, donc par exemple au Royaume-Uni, et la filiale en France. Il se passe quoi dans ce cas de figure? Au niveau des SARL, aujourd'hui, il n'y a pas de précision sur ce qui devrait sortir. C'est vrai que je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un projet au niveau du Sénat pour les SAS, mais il n'englobe pas aujourd'hui les SARL. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément de précision. Pour une entreprise qui est située à l'étranger et dont la filiale est en France, deux cas de figure, effectivement. Soit la filiale dépasse les seuils et dans ces cas-là, elle sera soumise elle-même au niveau filial. Soit si la maison mère est dans un pays soumis à la directive européenne, donc en Europe, si la maison mère est par exemple en Allemagne et publie son rapport CSRD, finalement, la filiale française n'aura pas forcément besoin de publier son propre rapport. Si en revanche la filiale est dans un pays qui n'est pas soumis à la CSRD, ce sera la filiale française qui aura l'obligation de publier. Donc après, avec le Royaume-Uni, la directive n'étant pas encore passée, étant à venir, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Europe, ce sera la filiale française qui devra publier. Et Solène, est-ce qu'à date, on connaît les sanctions qui seraient éventuellement prévues pour les entreprises qui ne font rien et qui ne sont pas compliant par rapport à cette réglementation? Aujourd'hui, si on parle de l'existant, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction si vous ne publiez pas de DPEF aujourd'hui. La seule sanction qu'il peut y avoir, c'est une de vos parties prenantes qui a envie d'avoir l'information et qui n'a pas l'information que vous êtes censé publier, qui peut vous demander, vous contraindre finalement à publier l'information. Ça semble être à peu près dans cette orientation-là que la CSRD s'oriente. Pas de sanction, de pénalité financière. En revanche, ne pas le faire alors que vous êtes soumis, c'est priver aussi tous vos investisseurs, toutes vos parties prenantes d'informations dont elles ont besoin. Donc là, c'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas une sanction, une amende, mais c'est plutôt potentiellement une mauvaise image à donner à vos parties prenantes, un manque d'informations à donner à vos parties prenantes et qui finalement vous pénaliserait plus qu'autre chose. Merci beaucoup. Ensuite, on a des questions relativement précises également. Là, on rentre au niveau de la donnée en tant que telle, sur justement l'interconnexion et l'interopérabilité d'une plateforme comme la nôtre avec d'autres systèmes et également
la transmission de ces données ensuite, tu disais qu'il faut que ces données soient transmissibles dans un format qui permet aux investisseurs de la récupérer facilement. Alors, effectivement, il y a une question sur est-ce que notre plateforme est interfacée avec un certain nombre de sites visant à collecter des informations, par exemple EDF pour les LEC. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de l'électricité, enfin, de l'énergie en général, évidemment, chaque entreprise choisit ses fournisseurs d'énergie et donc il n'y a pas d'interface automatique de standard qui s'appliquerait à toutes les entreprises. Pour autant, évidemment, l'entreprise a déjà également des systèmes d'information et, par exemple, sur le volet RH, qui est effectivement un des piliers de la RSE, et ça tourne beaucoup autour de données sociales. Donc, notre plateforme propose bien évidemment, on va dire, on dispose de ce qu'on appelle des API standards, donc des interfaces qui permettent de brancher, entre guillemets, la plateforme sur d'autres systèmes, si ça vaut le coup, puisque quand on est sur des rythmes de reporting annuels, il faut s'interroger sur l'intérêt de faire ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'on va vers la nécessité d'une plus grande interopérabilité des données, que ce soit vers les investisseurs ou que ce soit pour dialoguer avec d'autres systèmes d'information de l'entreprise. Et puis, je me permets également de prendre une question que j'ai vu passer à la volée très rapidement. Je sais qu'on est encore pris par le temps. Sur la troisième étape que j'évoquais tout à l'heure. Donc, encore une fois, il y a bien trois grandes étapes. Il y a la fiabilisation de la donnée. Ça peut paraître banal, mais ça l'est pas du tout. Et donc, une plateforme comme la nôtre, par exemple, embarque un certain nombre de mécanismes de fiabilisation de la donnée, de contrôle, ce qu'on appelle des workflows de validation, c'est un peu technique, mais finalement, des mécanismes qui permettent de se dire, tiens, quand je vois tel chiffre, je sais que c'est le bon chiffre et que c'est pas approximatif ou qu'il y a une marge d'erreur que je dois intégrer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est finalement comment j'analyse ces données, comment je vais vraiment l'utiliser comme un outil de prise de décision pour me fixer des engagements, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est finalement l'idée, c'est que l'entreprise s'améliore, en tout cas contribue de plus en plus à un monde plus durable. Donc, il faut qu'elle puisse prendre des engagements. Et puis la dernière étape, c'est finalement comment est-ce que ça reste pas au niveau d'un comité de direction, mais comment est-ce que justement l'opérateur dont parlait Isabelle Denomont tout à l'heure, comment est-ce que lui, il va être capable de prendre son action, de s'y mettre vraiment, quel levier d'action on va lui donner et comment on peut mesurer l'impact de son action sur l'entreprise en général. Donc c'est vraiment un bon processus et système de reporting, ça sert vraiment à ça. Ça ne sert pas à faire des chiffres dans une salle de conférence, ça sert vraiment à embarquer les salariés, les managers dans cette transformation. Et bien sûr, alors il est 29, donc il va être temps de clôturer. Alors vous avez donc dans les slides qui vous est transmis nos contacts. Vous pouvez bien évidemment également contacter votre chargé d'affaires pour continuer l'échange. Vous pouvez également nous envoyer vos questions supplémentaires sur notre blog. Vous avez également l'adresse sur la slide. Et on sera encore une fois ravis de regarder précisément votre cas de figure en fonction de l'organisation de votre entreprise, sa structure, ses mécanismes de consolidation, ses spécificités, ses projets, ses enjeux, pour vraiment vous apporter le conseil le plus pertinent à votre situation. Des questions aussi, pardon Ulrike, avant de remercier tout le monde, concernant l'accès en replay de ce webinaire. Donc évidemment, le lien va vous être envoyé juste à l'issue, ce sera le même lien que pour y accéder, pour pouvoir évidemment faire profiter dans vos entreprises de ce webinaire à d'autres et pouvoir le revoir aussi a posteriori. On a répondu, je pense, pour l'essentiel des questions. Désolé si certaines sont passées à la trappe, mais je ne pense pas, globalement. Peut-être une dernière question de Julien, qui pourrait être certain d'avoir bien compris. Si le groupe dépasse les seuils en consolidé, mais qu'aucune prise subsidiaire individuellement ne dépasse les seuils, le groupe n'est pas soumis à l'obligation de publier. Est-ce que c'est bien cela? Peut-être pour ne pas laisser Julien dans... Alors effectivement, alors si le groupe dépasse les seuils, mais qu'aucune filiale dépasse les seuils, le groupe devra publier quelque chose. Hein. Voilà, ça se passe en termes de consolidation d'informations. Donc, si le groupe devra publier des informations.
En tout cas, Oui. ça montre que... Pardon, allez, je te laisse finir, excuse-moi. C'est bon. Mais pour que le groupe puisse publier quelque chose de qualité, bah, à un moment donné, il devra bien se retourner vers les filiales. Exactement. Il ne va pas inventer les informations. Exactement. La cascade. Toutes ces questions, je pense, montrent vraiment l'intérêt et la nouveauté du sujet. Donc, n'hésitez pas à revenir effectivement auprès de vos interlocuteurs de LCL pour pouvoir rencontrer en one-to-one les équipes de Tenaxia dans le cadre du programme Smart Business. Moi, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous et surtout pour le témoignage d'Isabelle de chez Kersia. Vraiment, je crois que c'est super intéressant de voir des entreprises qui ont pris un peu d'avance finalement sur le sujet, qui ont anticipé. Je crois que c'est un maître mot qui est important, l'anticipation sur ce genre de sujet pour être non seulement conforme, mais aussi avoir profité de tout l'avantage business que cela procure. Il y avait une question qui nous concernait, nous, je pense, la banque, sur l'intégration de ces critères extra-financiers dans le cadre de nos notations internes. Bah oui, ça y est, ça commence, on démarre, on commence à apprécier le sujet extra-financier de nos clients. Donc, ce que vous ferez aussi pour vos parties prenantes, on fait partie de ces parties prenantes et on s'intègre complètement dans ce sujet-là pour l'octroi et pour le pricing. Et puis, on a, comme Madame de Kersia le témoignait, on a aussi adapté nos offres de financement sur les financements indexés ou les financements impact avec des critères ESG qui font varier à la hausse ou à la baisse la marge de crédit. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, de vous rapprocher des équipes LCL en charge de votre dossier. Ou bien de nous-mêmes si vous n'en avez pas aujourd'hui, si vous êtes complètement prospect pour nous. Un grand merci Ulrike, un grand merci Solène pour la qualité de vos interventions. Moi, je vous dis à très bientôt pour des prochains webinaires de LCL, Banque des entreprises, puisque régulièrement, on essaye d'agiter un peu le jus de cerveau et donc de faire profiter tous nos clients de l'expertise de nos différents partenaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir. Merci. Au revoir.